Mesdames et messieurs, merci de toujours rester fidèles en notre compagnie. Et nous aussi, nous sommes heureux que vous soyez là et nous vous disons bonjour. Bonjour sur African TV et bonjour également sur la chaîne partenaire Gandhi Media. Comme vous le savez, African TV ne fait que traiter des sujets concernant le continent africain et bien évidemment des sujets spécifiques à chaque pays africain. C'est dans ce cadre que depuis 2 ou 3 semaines, pour ne pas dire, nous sommes axés sur l'actualité qui prédomine ici en République du Mali, qui est relative, bien entendu, à la crise du carburant. Une chose qui attriste toute la population, une chose qui préoccupe à haut niveau les plus hautes autorités, une chose qui aussi justifie la capacité de résilience de ce grand peuple qu'est le Mali. À quel peuple? Je dis bonjour et bravo et merci et félicitations. Alors, pour en parler encore une fois de plus aujourd'hui, nous recevons des panélistes. Ceux-là qui, parmi eux, il y a Baba Boubacar Keïta qui est déjà ici avec nous, qui est déjà un habitué du plateau et avec qui nous allons décrypter l'actualité sur ce sujet qui est celui de la pénurie de carburant. Baba, merci d'être venu. Merci, M. Monaco. Et permettez-moi de saluer mes co-débatteurs, M. Sidibé, M. Touré, et les employés de l'African TV et tous les Mali. Merci. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci, on a toujours été content de te recevoir, mon frère, parce que tu es désormais chez toi dans cette maison de African TV et de son partenaire Gandhi Media. Alors, notre frère et ami Touré, il vient son entrée pour la première fois dans ce studio. Ouais. Et lui, déjà, il faut préciser que c'est un artiste dans l'âme, un artiste dans le sang et il vit l'art. Il est dans le domaine artistique. Donc, lui, ce n'est pas étonnant que sa tenue, sa présentation puisse le justifier ainsi. Monsieur Touré, merci d'être venu. Je vous remercie tous. Bonjour à vous tous. Je salue l'assistance et merci à vous. Merci à M. Chouali pour l'invitation. Je salue également mes co-panélistes, M. Sidibé et M. Keïta. Voilà. Merci. Alors, vous l'avez si bien dit, M. Sidibé, il est également avec nous. Lui, il fait partie des rares personnes qui parlent difficilement. Parce que c'est des hommes qui sont avec leur profession, ils sont dans le silence, c'est des gens qui manipulent, qui font la comptabilité, la gestion, et ils n'aiment pas trop parler. Mais nous l'avons tiré aujourd'hui par rapport à la pertinence de ce sujet, et qu'on sait aussi sa fibre patriotique qui l'anime toujours, nous l'avons toujours vu, nous l'avons toujours côtoyé, mais aujourd'hui l'occasion a été pour nous de l'inviter ici publiquement sur notre chaîne, afin qu'il puisse aussi donner son avis et son appréciation de la situation d'actualité. Merci donc, Monsieur Sidibé, d'être venu, mais je précise que vous êtes aussi un ami personnel à moi. Je vous remercie beaucoup et je salue mes collègues qui sont autour de cette table, Monsieur Touré et Monsieur Keïta. Je salue aussi African TV. Je salue mon ami et frère Monoko, le journaliste, qui à travers lui j'ai pu accéder aujourd'hui dans ces studios. Je salue les techniciens et j'espère que ce qui va sortir de cette discussion rendra service à la nation. Je vous remercie. Merci pour la brillante introduction et je suis très content. Mais Baba, comme tu es déjà de la maison, on va commencer par toi, c'est tout à fait normal. Oui, nous vivons la crise. Oui. On avait la dernière fois échangé là-dessus. On avait aussi pensé que dans les jours qui sont jusqu'à aujourd'hui, on avait imaginé que ça serait tout à fait réglé. Mais malheureusement, ça traîne un peu et on constate certaines stations qui ne sont pas encore approvisionnées et aussi des files d'attente qui sont là. C'est l'actualité, on ne peut pas ne pas parler. Et qu'est-ce que cela vous dit déjà? Ouais, le conseil est là. Il y a la crise, il y a la pénurie de carburant qui a été causée par une menace des terroristes en brûlant les
citernes et puis en octroyant la voie routière et qui a empêché alors la circulation normale et les ravitaillements normal au niveau de Bamako. Mais la crise perdue, ça fait à peu près 1 mois et quelques jours que nous sommes dans ça, mais la situation est quand même en train de s'améliorer du jour au jour. Le débit n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons une nette amélioration grâce aux efforts fournis par nos autorités et grâce à la résilience du peuple malien. C'est ce constat-là que nous faisons. Donc nous souhaiterons quand même que la situation revienne à la normalité, que nos citernes puissent aller faire des va-et-vient. Mais avant même que je ne me lance dans les débats, et j'ai oublié, il fallait quand même saluer nos autorités qui ont fourni des efforts énormes pour que alors, la crise soit juglée à ce niveau. Il y a aussi à saluer les pétroliers qui prennent tous les risques, sachant bien que leurs citernes peuvent être brûlées et continuer à quand même fréquenter ces routes-là. Et nous saluons aussi les gens qui conduisent ces engins-là, les citernes, les conducteurs, les chauffeurs, donc les convoyeurs, tous ceux qui sont quand même impliqués alors dans l'acheminement du carburant. Donc la crise quand même est là. Et je crois que maintenant, la réalité était là, mais à partir d'hier, je crois que beaucoup de personnes sont parvenues à se ravitailler et la circulation a commencé. Même quand vous faites les constats en venant aujourd'hui, on voit qu'il y a des embouteillages qui ont commencé à se former. Donc ça veut dire qu'il y a une nette amélioration. Mais on veut que nos autorités aillent au-delà de ça, que la situation revienne à la normalité. Merci pour cette introduction. Évidemment, le constat est là et on a quand même été bousculé par-ci, par-là aujourd'hui, que ce n'était pas le cas dans les jours passés. Alors, M. Touré, voilà, vous êtes avec nous, vous êtes un artiste, vous êtes dans le monde des arts, et la situation, comment vous l'appréciez? Bon, je pense que la situation est déjà là, elle est présente, chacun le vit. Ça n'impacte pas seulement l'artisanat et tout, ça impacte directement tous les secteurs d'activité. Voilà un peu, donc il a parlé de résilience, c'est très important, le peuple est résilient. Chacun fait de son mieux pour soutenir le gouvernement, qui fait aussi de son mieux, parce que ce qu'il a dit, il y a une très grande amélioration, parce qu'il y avait la fermeture des écoles. Donc maintenant, les écoles ont repris. Il n'y avait pas de carburant au niveau de certaines régions comme Ségou, il y avait la pénurie 1 mois avant Bamako. Donc hier, les citernes et avant-hier, les citernes sont arrivés à Ségou. Donc je pense que le peuple fait beaucoup son effort pour accompagner le gouvernement dans cette crise-là, que eux aussi sont en train de prendre vraiment des mesures vraiment très sérieuses pour essayer de pallier tout ceci. Parce que on voyait tout le temps arriver à un moment donné, on pouvait avoir, il y avait beaucoup de fluidité dans la circulation et tout. Donc on pouvait faire une semaine sans qu'aucune, à part 2-3 stations dans toute la ville de Bamako, aucune autre station ne distribuait des carburants. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de voir toute une journée qu'il n'y a pas beaucoup de points de distribution de carburant. Bien entendu que toutes les stations ne sont pas approvisionnées, mais quand même il y a une forte amélioration et nous souhaiterons vraiment que ça s'améliore de jour en jour. Merci, c'est le souhait de tout le monde, mais le constat, comme vous l'avez dit, même si toutes les stations ne sont pas totalement approvisionnées, mais il y a quand même une amélioration, il y a quand même des stations qui desservent aujourd'hui et qui permettent à ce que certains puissent vaquer à leurs occupations. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité, et que les souhaits que vous formulez du moins, ça peuvent donc aller dans ce sens-là. Merci. Alors, mon frère Sidibé, vous êtes avec nous sur African TV, partenaire de Gadi Manière. Alors, la crise, vous l'avez certainement aussi vue. Comment vous l'appréciez? Je vous remercie déjà. Merci. Comme tout Malien, il y a 2-3 semaines, nous avons tous constaté ce manque de carburant sur la ville et sur le pays en entier. Qu'il ne faut pas seulement... Votre micro, on me le signale. C'est dire que... Ne vous éloignez pas de votre micro et puis voilà, votre partenaire et votre... Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, je me reprends que, comme chaque Malien, nous avons tous vécu et nous continuons à le vivre. Mais qui n'est pas une fin en soi.
tout le monde sait, certes, il y a la pénurie des carburants, il y a l'amélioration qu'on constate aussi, mais ce n'est pas qu'une pénurie des carburants. On doit se mettre en tête que le Mali est en guerre. Ouais. Cette pénurie des carburants est une phase, une autre phase. Avant la pénurie, il y a eu beaucoup d'autres choses pour permettre encore à nos ennemis, je les appelle clairement par leur nom, à nos ennemis, les ennemis de l'Afrique, du Mali et de l'AES, pour leur permettre de revenir encore sur l'espace AES. Cette pénurie, ce n'est pas gratuit. Ils veulent jouer sur la conscience, sur le mental surtout des Maliens. Heureusement que le Mali, ce n'est pas un petit pays. Que les Maliens, ce n'est pas des petits gars. Le Mali, ce n'est pas un petit pays. Le Mali est et restera debout contre vents et marées, contre l'attaque, d'où que ça vient. Je remercie de passage le peuple malien. Le peuple malien que je remercie beaucoup, que j'encourage et que le peuple malien n'arrêtera jamais de me surprendre. Car tout ce qui a été tenté, ce n'est pas l'armée qui est en train de venir à bout de ce problème, c'est le peuple malien. Le matin, quand je quitte chez moi pour aller au travail, s'il n'y a pas de place dans ma voiture, je ne peux pas prendre plus que ce que la voiture peut prendre. Mais je vois des Maliens en file faire des kilomètres pour rejoindre leur poste de travail. Ça, c'est la résilience. Ils ne le font pas pour quelqu'un. Ils le font parce qu'ils tiennent à leur nation. Ils tiennent à leur dignité, à leur souveraineté et à leur liberté qui n'est pas traitable. On ne se traite pas, on ne négocie pas. Carburant ou pas, le Mali restera debout. Je remercie aussi le gouvernement en place qui n'a ménagé aucun effort, comme l'a dit le Premier ministre, même s'il faut aller chercher avec les cuillères, que le gouvernement ira le chercher. Ils n'ont pas eu besoin de cuillères, le Mali a le carburant. Je tiens à le remercier. On a fermé les écoles pendant 10 jours, c'est juste pour alléger la peine des chefs de famille. Sinon, l'école pouvait rester ouverte. Mais le gouvernement, en pensant encore à sa population, a fait cette fermeture. Fermer une école pour 10 jours n'arrêtera jamais un pays. Vous pouvez la fermer pour 1 mois. On va reprendre les cours. Si la fin de la saison devrait être en juin, le Mali c'est pour nous. On va continuer jusqu'en juillet. Si ça ne suffit pas, on va en août. Indéfiniment. Mais personne n'arrêtera le Mali. Sur ce, je remercie le peuple malien pour sa résilience. Et j'encourage ce gouvernement qui, en plus d'être félicités, non pas pour ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont payés pour ça. Ils ne font qu'accomplir une mission qui est la leur. Ceux qui sont passés ont failli. Et pourtant, ils étaient payés pour les mêmes tâches. Moi, je ne peux que les encourager sur la ligne qu'ils ont prise. Parce que c'est ce pourquoi les Maliens payent les impôts. Et ils ne font que nous redonner ce qu'on a payé. Et sur ce, je peux les remercier pour l'instant. Merci pour cette note. Vous avez presque dit la même chose. Hein. Il y a déjà l'idée de la résilience et aussi une lecture d'espoir qui est dégagée par les uns. Chacun l'a dit, hein, il y a quand même l'esprit d'espoir. Mais il y a un élément qui, je voudrais qu'on en parle ici, et je vais d'abord peut-être certainement commencer avec vous. Il y a aussi certains concitoyens, certains citoyens qui ont pris prétexte ou un malin plaisir de se dessaisir de cette situation pour revendre ce même produit que d'autres cherchent avec difficulté et le vendre sur le marché noir avec des prix exorbitants. Avant que vous n'en veniez, Baba, on en a parlé la dernière fois. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle leçon nous pouvons tirer d'un tel comportement, là où d'autres pleurent, certains y trouvent prétexte de s'enrichir? Baba. Oui, moi je crois qu'on en a parlé la fois passée. C'est pendant les grandes crises que les comportements réels des gens se font voir.
Donc on a constaté que malgré qu'on est dans des difficultés énormes pour acheminer les carburants, et quand le carburant est là, d'autres aussi ont fait alors la distribution de ces carburants alors qu'ils ne sont pas des pétroliers, donc un moyen de s'enrichir. Donc ils sont même capables d'enchérir le prix du carburant. On en a vu, et d'autres ont même dit que les bidons auraient été vendus, les bidons de 20 litres auraient été vendus à 60 000 francs, sinon plus. Donc cela est un comportement qu'on a vu à travers cette crise-là et qui nous a vraiment déçus, mais ce n'est que la révélation alors, de l'état du Malien actuel, de certains Maliens, ce n'est pas tout le monde. Et cela, je l'ai dit, cela n'est pas né ex nihilo. Le fait que beaucoup de gens sont restés au cœur du développement, sans emploi, sans accompagnement, ou bien sans, comment dirais-je, sans être impliqués dans le développement, donc a fait que certains ont quand même on nourrit certaines mauvaises habitudes. Donc c'est pourquoi dans la société, il faut tout faire pour que alors, les gens soient... Parce que ceux qui le font là, ce ne sont pas des gens qui sont dans les activités de travail de façon normale. Hein. C'est des jeunes chômeurs, c'est des gens désœuvrés qui le font. Sinon, on ne verra pas un responsable digne de ce nom qui va se mettre dans ce genre de commerce. Donc ce sont ces gens désœuvrés donc, qui ont pensé que cette crise-là peut être un moyen d'enrichissement. Donc il faut quand même renforcer davantage la conscience d'appartenir à la nation des uns et des autres par des activités de formation, par des activités de sensibilisation, par des activités d'intégration des gens dans la société, quoi. Sinon, même quand nous voyons le comportement des gens qui se retrouvent de l'autre côté avec les djihadistes aussi, ce sont des gens de ce genre-là, des gens désœuvrés qui ont été alors, au cœur du développement et qui sont quand même capables de s'immiscer dans les activités criminelles. Donc c'est des choses aussi qu'il faut sévir pour que alors, les gens n'en fassent pas un moyen de subsister, quoi. Que les gens restent dans les girons de l'État et qu'ils restent dans la moralité et qu'ils restent dans le respect de la nation. Merci. Oui, Touré, c'est presque c'est un mal aujourd'hui parce que hier l'Afrique, vous êtes l'homme de la culture, l'Afrique avec ses valeurs, le respect, la solidarité et l'honnêteté. Mais aujourd'hui, par rapport à cette situation, il y a une catégorie d'individus qui sont on essaie de ne pas, et ils se servent de ce carburant que tout le monde cherche et ils le revendent dans des bouteilles et que 1 litre même pour certains, de 4 000, 3 000, même 1 litre et demi, ce qu'on appelle bidon de Diago, à 5 000, à 6 000. Qu'est-ce que cela vous fait? Parce que vous êtes un artiste, vous devez quand même, voilà. Déjà, cette situation-là, elle est là. Donc, je rappelle bien les propos du président Amadou Toumani Touré, que son âme repose en paix. Il a dit que certaines vivent uniquement des situations comme ça, des guerres, des situations de crise. Il y en a qui vivent de la crise seulement. Donc, il y en a certains qui ne veulent même pas que ça s'arrête. Mais pourquoi actuellement, je suis content parce que avec l'engagement de la population, ça c'est la non-coopération. Parce qu'on peut vraiment le dire, personne ne s'attendait à cette crise de carburant, à cette situation même. Donc, on peut dire que c'est venu à l'improviste. Donc, quand c'est venu à l'improviste, forcément, ça met de la panique. Les gens ont paniqué. Donc, coûte que coûte, les gens voulaient faire tout, user voies et moyens pour trouver du carburant, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais au fil du temps, les gens se sont habitués de la situation. Bon, ceux qui vendaient ça beaucoup plus cher, ils sont toujours là, mais ce n'est pas comme il y a 2 semaines de cela. Donc, parce qu'il s'agit toujours de cette résiliation, mais plus encore du refus de la coopération de la population. Parce que les gens n'adhèrent plus à l'idée d'acheter 1 litre à 4 000, à 2 000 francs. Les gens n'adhèrent plus. Donc les gens trouvent maintenant d'autres moyens. Donc même les autres ressources, nous les félicitons, nous les remercions pour les répressions prises à l'encontre de ces gens-là. C'est vraiment à féliciter. Je pense que c'est ça même qui a mis un frein à tout ceci-là, à la propagation de cette situation. La contribution aussi, la non-coopération aussi de la population. Donc voilà, je pense que nous sommes en train de sortir de tout ceci, de tout cela, donc que ça s'améliore. Bien, que ça s'améliore. C'est toujours que tout le monde forme pour cette situation qui n'arrange personne. Alors, M. Sidibé Ahmed, la situation est là,
tous les Maliens pleurent, des gens passent des jours et des nuits dans les files d'attente, dans l'espoir d'avoir du carburant et se servir à leurs occupations. Et certains en profitent pour remplir soit leur véhicule, pour encore en retirer et revendre ça sur le marché. Alors, vous, qui êtes souvent lié à la tradition africaine, qu'est-ce que cela vous fait au niveau de la mentalité? Comment vous appréciez un tel comportement dans une situation où tout le pays saigne? Je vous remercie beaucoup. Vous savez, comme on dit, quand tu remplis ta main d'arachide et que tu le mets dans la bouche, il y a toujours une graine qui ne va pas. Ça existe partout. Entre nous, il y en a, malheureusement, qui profitent uniquement qu'à des moments pareils. Ouais. On a vu quand il y a eu ce problème d'électricité, ceux qui sont venus avec des sachets de glace, ouais, ils le vendaient à 2000 francs. Tout à fait. Encore une fois, je remercie nos autorités qui ont pris les dispositions pour contrer ces individus égarés, pensant que cet argent allait les servir pour rendre leur vie heureuse. Ils s'est trompé. Ils ont compris que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font à eux-mêmes. Ceux qui sont en train de faire ce genre de pratique aujourd'hui, ils ont leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs pères, qui sont aussi dans leurs besoins. Si quelqu'un le faisait avec leurs parents, est-ce que ça va leur plaire? Non. Mais pourquoi ils ne vont pas le vendre directement à leurs frères, à 100 000 ou à 50 000 ou à leur père? Ils ne le feront pas. Donc c'est une prise de conscience qu'il faut. Et une dénonciation de la part de la population, de chaque individu qui voit qu'un tel énergumène, je m'excuse du terme, se donne à cette pratique, doit être dénoncé. Et après la dénonciation, le sanctionner comme ça se doit, en l'éduquant dans l'éducation civique. Parce que c'est le civisme ouais, au jour d'aujourd'hui qui manque au Mali. Ouais. Le civisme a perdu son sens au Mali. Et c'est ça qu'il faut qu'on réintroduise. Heureusement, j'ai appris que dans nos écoles primaires, le civisme est devenu une obligation. Ça, je félicite encore nos autorités qui n'ont ménagé aucun effort aussi. Ils essayent de faire revenir nos valeurs, nos cultures. Parce que chez nous, avant, ça n'existait pas, tout ça. Nous, dans notre enfance, quand on partait à l'école, on voit le robinet, la fontaine publique, qui est mal fermée après le passage d'une femme. On détournait de la route pour venir fermer le robinet. Et puis on passe. C'était naturel. Ouais. C'est ce qui a manqué, tout le comportement actuel des gens qui sont allés à la dérive. Il n'est pas trop tard. Nous sommes encore dans le temps. De toute façon, le simple fait d'en parler, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Nous, on sort aujourd'hui, on est là, on est en train de parler de ça. Mais ceux qui sont encore, ils n'ont pas eu la chance d'être sur ce plateau, sont en train de combattre la même chose. Donc, ce qui est sûr, on va trouver un résultat positif après cette pénurie. Le passage, j'avais oublié de le faire lors de mon premier passage. Je tiens beaucoup à remercier nos chauffeurs, les chauffeurs de citernes, qui ont laissé, comme nos militaires, femmes et enfants, derrière eux, père et mère, pour affronter cette route, sachant qu'il y a les terroristes, sachant qu'on peut les tirer dessus, mais ils ont accepté pour que le peuple malien, sa résilience ne soit jamais ébranlée. À ces opérateurs économiques qui ont accepté aussi de laisser partir leurs camions, personne ne les a aidés à payer ces camions. Ouais. C'est pour eux, ils pouvaient dire mon camion, ça m'appartient, ça ne bouge pas. Parce que je n'ai pas de garantie pour dire que mon camion il va revenir. Il y en a qui ont eu des camions qui ont été brûlés. Mais même ceux qui ont eu des camions brûlés ont redonné le peu de camions encore qu'il y avait chez eux. On tient encore à les tirer le chapeau. C'est ça le Mali et c'est ça le Malien. Ceux qui font ce genre de pratique, nous les invitons simplement à être maliens. Parce que le Malien, ce n'est pas que dans la bouche. Non. Le Malien, c'est dans le comportement. Il y a beaucoup qui se réclament maliens, ils ne le sont pas. Je suis désolé. C'est dans nos politiques, c'est dans nos gouvernements, c'est dans nos ministères, c'est partout. Ils se disent maliens parce qu'ils ont le papier. Ils n'ont pas le sang de Maliens qui court dans leur sang. Non. Malheureusement, oui. Je ne critique personne, mais celui qui sait que son comportement est à la dérive, va à la maison, demande tes origines. Tu sais à qui il faut aller t'adresser. Ouais.
Donc, sur ceux qui font ce pratique, je les invite simplement. S'ils doivent continuer à les faire, de retourner à la maison, demander d'où ils viennent. Parce que ce n'est pas des Maliens. Si le vrai sang du Malien coule dans tes veines, il y a des comportements. Même si c'est à minuit, en pleine obscurité, tu n'oses pas le faire. Parce que si tu ne penses pas au Mali, tu ne penses pas aux Maliens, tu penses quand même d'où je viens. Je viens de qui? Je viens de quelle famille pour pouvoir te comporter comme ça? Ouais. Et si tu viens d'une famille noble de ce pays, d'une famille respectueuse de ce pays, et que tu te comportes comme ça, encore une fois, je me répète, va à la maison, va demander d'où tu viens. Parce que tu n'es pas de la famille. Je les invite simplement, si c'est par égarement qu'ils se ressaisissent, qu'ils sachent que nous sommes un et indivisibles. Le Mali n'appartient à personne. Le Mali nous appartient à tous. Si nous œuvrons à ce que le Mali aille de l'avant, le Mali est un grand pays et il le sera toujours. Comme je l'ai dit encore une fois, il y aura toujours des petits malins qui essaient à mettre le trou. Mais après, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Parce que au moment où ils vont se réveiller, ils trouveront que le train est trop loin. Pour l'atteindre, ça va leur prendre du temps. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne l'atteindront jamais. Et c'est eux qui vont rester en enfer. Comme on dit en Bambara, merci. Bien, madame, ça c'est déjà une très bonne chose et que ça se fasse. Prions Dieu que ça se réalise. Mais d'ici là, on a donc parlé tout à l'heure de ceux qui ont ce comportement inhumain, même irresponsable, et qui ne collent même pas à la mentalité, à la philosophie africaine d'honnêteté. L'Afrique, c'est par définition l'honnêteté, la franchise et le respect des choix. Alors, parmi ceux qui le font, c'est regrettable, mais au-delà, il y a aussi ces criminels sans foi ni loi qui sont Adiadi Agali, Amadou Koumfa et d'autres Diarra qui aujourd'hui se prononcent, se promènent partout et ils sont quand même, malheureusement, ils se disent fiers, mais moi j'aurais peut-être dit qu'ils se moquent d'eux-mêmes et ils menacent toute une nation. Ceux-là, qu'est-ce qu'il faut faire d'eux en réalité? Baba. Je crois que cette question de sécurité nationale là, a été trop maltraitée. Yad n'est pas né aujourd'hui. Yad a fait partie de la rébellion de 92. Ah bon? Oui. Yad a intégré les accords maliens en 92. Et quand ATT est parti pour signer la pacte nationale, ça a trouvé que nous étions des enfants. C'est nous qui avons accueilli ATT à l'hôtel, au modèle de Sévaré, où Yad a signé l'accord. Avec votre micro. Ah oui, oui. Donc maintenant, quand il est intégré et qu'il a signé, il a voulu revenir dans la nation. Donc, les faveurs lui ont été faites. Des intégrations ont été faites. Et mais, si on sent que quelqu'un n'est pas sincère dans ce qu'il fait, donc il faut quand même gérer cette personne-là aussi comme ça. Sinon, il y a d'intégrer la paix avant Gamou qui est venu en 1995. Mais dès que Gamou est venu, il est resté dans le respect de son engagement. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intérêt personnel, donc il trahit l'accord. Maintenant, si quelqu'un fait ça, l'État doit prendre ses responsabilités. Ou bien. Donc, ce qui concerne l'époque que nous vivons aujourd'hui, comment Yad s'est retrouvé encore de l'autre côté? Les gens veulent ignorer alors la genèse de cette crise-là. Cette crise, cette fois-ci, a commencé avec les MNLA. Bien. Sans les MNLA, là, tout ce que nous vivons aujourd'hui là n'aurait pas eu lieu. Mais je crois que le gouvernement a traité avec les MNLA et des gens qui étaient dans les MNLA sont dans le gouvernement aujourd'hui. Alors que c'est eux qui ont tout commencé. Maintenant, quand les MNLA étaient commandités, parce que ce n'est pas une initiative locale, c'est une commande qui a été faite. Donc quand les MNLA a été commandités pour créer alors cette zizanie au septentrion de notre pays, donc les commanditaires ont demandé à ce que Yad soit écarté. Parce qu'ils se sont dit qu'à chaque fois qu'il y a une rébellion, et à la fin, Yad est sur la table de négociation. Alors que cette fois-ci, là, ils viennent pour partager le Mali.
Donc Yad a été écarté. Donc Yad, c'est 100 ans écarté là. Comme c'est quelqu'un qui veut rester dans le jeu, toujours maîtriser le jeu, donc Yad a lancé le djihad. Et quand il lance le djihad, il y a des gens idéologues qui ne réfléchissent pas. Donc quand il dit djihad seulement, ils viennent. Donc les gens de Moujaou et consorts sont venus pour se confondre à Yad et quand même commencer à troubler tout le Nord. Et on a vu le cas de Kona, après on a eu la libération, il y en a eu des négociations, il y en a eu l'accord d'Alger. Et maintenant, il y a des partis de l'autre côté, entretenus par certains de nos voisins. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, quand nous sommes dans une situation de crise, et que nous n'avons pas tous les moyens de maîtriser cette crise-là, donc c'est de trouver, c'est d'utiliser la ruse pour passer d'une étape à une autre. Et avoir une bonne relation avec certains de nos voisins, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais trouver un moyen avec eux pour y collaborer et puis alors gérer la crise. Mais le constat est que les gens avec qui nous sommes voisins, donc le fait que souvent ils nous font des choses ou bien nous proposent des choses et qu'ils ne sont pas d'accord, donc eux aussi ils traitent avec les ennemis internes comme Yad et ils les entretiennent. Tout le monde sait là où Yad est. Et tout le monde sait quand nos ennemis du Nord là, ils ont des problèmes là où ils vont. Tout le monde le sait. Ou bien. Maintenant, il faut que nous aussi, en tant qu'État, en tant que nation, nous trouvions les moyens nécessaires afin que cette nation-là, qui déséquilibre notre sécurité dans son côté nord, que nous ayons des ententes pour que cette chose-là puisse passer. Maintenant, les gens... Koufa est un employé de Yad. Koufa l'a dit. Koufa dit que dans la négociation, il ne faut même pas négocier avec lui. Donc si on négocie avec Yad, donc s'il y a des accords, lui, il est là-dedans. Mais est-ce qu'il était sincère aussi? Parce que dans ces genres de structures, il y a quand même... En réalité, le fait que même le conflit se déplace du nord vers le sud, là, c'est une stratégie de Yad. Hein. C'est une vraie stratégie. Il n'a vécu que dans la guerre. Parce que depuis son enfance, quand il est parti en Libye, il s'est formé là-bas. Donc il connaît les stratégies de guerre. Donc même le fait que le conflit s'est déplacé du nord au centre d'abord, après du centre au sud, c'est leur stratégie. Pour amener les gens à se concentrer sur le sud. Maintenant, vous voyez qu'on parle moins du nord maintenant. Le conflit, c'est Sikasso. Oui, mais on en parlera peut-être désormais plus fort, mais quand même pour être aussi très pointu sur ce sujet. Il est arrivé à un moment donné, Amadou Koufa avait fait un appel pour appeler depuis le Nigeria, le Burkina Faso, tous ceux qui sont de la même logique que lui, de venir pour s'attaquer à l'État malien et puis instaurer, comment on appelle, l'État islamique. Il l'a revendiqué. Et même quand il y a eu les attaques au niveau de Kati, au début de la transition, il a revendiqué ces attaques. Koufa, lui, aussi, quelle lecture il faut faire de ce monsieur-là? Parce que simplement par rapport à une phrase, on va le lier forcément à Yad, ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Parce que si tel était le cas, Koufa aurait eu simplement le courage de faire du recul, mais il ne fait pas de recul. Oui, et Koufa ne fait pas de recul parce que Koufa aussi, c'est une main armée du groupement de Yad, maintenant qui a été envoyé pour troubler le sud et le nord et le centre. Donc c'est comme si il y a des commandités par certaines personnes qui ne sont pas du pays, parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos que ce n'est pas une initiative locale. Donc après, il y a aussi des employés comme des gens comme Koufa, donc qui travaillent sous son commandement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des choses qui sont liées. Mais Koufa n'avait pas existé avant Yad ou bien? Non, c'est Yad qui a existé. Yad a d'abord existé avant que Koufa ne vienne. Et c'est Yad qui a fait déplacer le conflit du nord au centre. Maintenant, un grand religieux comme Koufa. Monsieur Touré, voilà, toutes mes excuses, monsieur Touré, parce que quand même c'est riche ce sujet, il nous frappe, les difficultés sont là, tout le pays vraiment saigne aujourd'hui. L'idée, c'est que ça prenne fin et que les responsabilités soient situées avec tout le courage pour que chacun soit traité comme il doit être traité, pour qu'on n'en parle pas. C'est ça le vrai faux. Parce que le fait de dire, Koufa dit une phrase, il faut demander à Yad. Et s'il mentait?
On a vu toujours des mensonges. Il y a des gens même qui peuvent être des criminels et ils prennent d'autres statuts pour se donner d'autres valeurs, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Mais Koufa, même si tel était le cas, il devrait quand même dire un jour que non, moi je suis un religieux, un grand prêcheur, c'est ma nation, je ne peux pas encourager, laisser les enfants mourir, parce que la plupart des jeux, ceux qui font sur le terrain, qui s'accrochent à l'armée et aux femmes, la plupart, ils perdent la vie, n'est-ce pas? Et pourquoi ce religieux s'entête trop? Le débat, il doit être quand même à son niveau, être traité avec toute l'argne qu'il faut pour qu'un jour, ce pays puisse au moins se respirer. Touré. Ouais, bon, pour le problème de sécurité nationale et tout, je ne suis pas d'abord un très grand expert. Voilà, donc, mais pour ce qui concerne maintenant d'abord le problème, l'actuelle crise même, quand on parle de la sécurisation du Mali même, je vais aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il s'agit depuis qu'ils ont dessiné la carte du Mali. Qui l'a dessinée, ce n'est pas les Maliens qui l'ont dessinée, ce n'est pas les Maliens qui ont tracé les frontières. Le fait de mettre Kidal dans le Mali, Bouaké est séparé de Bamako, Kanka est séparé de Bamako, Bobo est séparé de Bamako, ce n'est pas d'abord gratuit. Ensuite, ceux qui l'ont fait savaient que ces jours-là allaient venir. Ils savaient que ces jours-là allaient venir. Donc, ils ont créé tous les moyens. C'est le fait, le Mali historique, le Mali antique, quand on parle de Kankou Moussa, quand on parle de Abouakar, le grand navigateur qui a découvert l'Amérique, donc on voit qu'il avait un navire. Ce n'était pas le fleuve, donc il y avait la mer. Vous voyez un peu. La mer du Mali, ça se situe où? Ça se situe au Niger. La partie, une fois où l'armée a combattu là, ils ont dit qu'ils vont essayer de déplacer la carte là. C'était le Mali antique. La Mauritanie. Voilà, donc la Mauritanie plutôt. La Mauritanie, voilà. Donc c'est le Mali antique. Mais comme on est sur le plateau, donc, je vais finir. Parce qu'on est sur le plateau et puis les gens nous regardent et puis c'est très important. Souvent, on en parlera peut-être dans un autre truc parce que c'est très sensible. Mais il y a aussi souvent une confusion entre le Mandé. Le Mandé et le Mali. Oui. Non, il y a le Mali, il y a l'Empire du Mali. Quand on parle dans la mentalité du Malien, c'est-à-dire il y a le truc, surtout quand le gouvernement fait allusion de retour à la tradition, là, à nos sources, là, il y a le truc historique là qui est là. Par exemple, un Malien, le Malien, la fête des Soninké du Mali, ça se passe en Mauritanie ou en Gambie. Donc dans la mentalité du Mali, souvent on va au-delà des frontières. Donc je vais pas m'éterniser là-bas, mais je voulais juste faire une brève non, justement, je suis d'accord territoriale sur les cartes et tout. Voilà, et dire que c'est pas le hasard. Yad. Avant Yad, ça s'est commencé avec l'attaque de la mutinerie même de Kidal. Ça, c'est l'armée du Mali. Ça, c'était d'abord avec Fagaga et le Oumar Agabibi. Yad est venu après. Non. Il y avait ici en 92. La rébellion de 88, 89, 92. C'était Yad. Oui, mais quand la rébellion est déclenchée sous ATT, nous sommes sous la version de sous ATT actuellement. Oui, ok, allez-y, on va se comprendre, allez-y. Oui, je pense. Oui. Voilà. C'était sous ATT, c'était l'attaque de la mutinerie de Kidal, où ils ont procédé à la signature de l'accord d'Alger plus tard. Est-ce que vous voyez, ça c'était avec les Fagaga d'abord, qui étaient au camp ici à Bamako. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-bas. Je voulais juste dire à ce point-là, depuis la délimitation territoriale, qu'il ne s'agit pas d'abord de Yad, il ne s'agit pas de ces groupes terroristes. Un jeune comme Bina ne peut pas menacer tout un pays. Je vais porter l'accent sur ce qui se cache d'abord derrière tout ceci-là. Qu'on essaie de voir ça, qu'on essaie de résoudre ce problème-là, avant de dire que c'est Yad qui est comme ça et c'est Bina qui est comme ça. Bon, pour ce qui concerne les Yad et le Bina maintenant, à l'intérieur du Mali actuel, le Mali est trop vaste. C'est que les gens ne comprennent pas. On parle du nord, du sud. Quand vous prenez Tombouctou là, Tombouctou fait la même forêt que Ségou, que Koulikoro, c'est la même forêt. C'est la même forêt qui quitte Tombouctou, passant par Koulikoro et Ségou qui va jusqu'à Sigasso. Il ne faut pas se limiter seulement au goudron. Donc c'est la même forêt. Et ces terroristes-là, ils connaissent la forêt. Parce que Bina, c'est un villageois. Vous voyez la place des Donso dans ça là. Pourquoi? Les Donso n'ont pas un bon arbre, une belle arbre pour affronter ces gens-là, mais ils connaissent la forêt. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le truc d'abord, c'est que ces gens-là, ils maîtrisent la forêt. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a une déstabilisation à ce niveau-là. Parce qu'on voit, il y a l'attaque à Kati, à 20-30 km de Kati, et on voit toujours à Sigasso là, les gens ne savent pas que c'est la même forêt. C'est les mêmes lieux en fait.
C'est le même coin. J'ai parcouru plus de 22 villages sur les côtes de Tombouctou en passant par comment dirais-je, les berges de Koulikoro, venir à Ségou et aller vers les Nioro du Sahel là. Les Nioro du Sahel là, jusqu'à vers la frontière de la Mauritanie. Ensuite, le côté aussi de Ségou, en venant vers Djoïla. Donc vous voyez, c'est-à-dire quand tu prends la forêt de vers Ségou Djoïla, Fana Djoïla, quand tu prends la forêt là, tu peux aller à moins de 300 km, tu es à Sigasso, dans la ville de Sigasso. Alors que mais pour quitter d'abord à Ségou, à Fana pour venir à Bamako, tu as déjà 120 km. Ensuite de Bamako à Sigasso, ça te fait 400 et quelques. Donc les soldats doivent parcourir tout ça là, alors que les terroristes parcourent ça. Quand les soldats parcourent plus de 400 mètres, les terroristes parcourent seulement 200 et quelques mètres. C'est la même forêt. Donc pour ce qui concerne la coalition entre ces gens-là, j'ai dit ce sont des gens, souvent ils n'appartiennent pas au même groupe, mais ils ont le même objectif. Leur objectif, c'est la déstabilisation. Donc quand ils partagent un objectif, ils se mettent en coalition. C'est de mettre uniquement la déstabilisation. Ils savent qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire il y a des gens qui savent, ils disent qu'ils vont prendre Bamako, mais ils n'ont pas pris la ville de Ségou. Ils n'ont pas pris même un cercle en entier, pas une ville en entier. Ils ont seulement saccagé des villages. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre, les djihadistes ne peuvent pas prendre Bamako. Bamako n'est pas comme Afghanistan. Les gens ne comprennent pas ça là. Bamako n'est pas comme Afghanistan. Les villes du Mali ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas organisés comme ça. Donc ces gens-là, les intérêts qu'ils ont en commun, c'est ceux-là. Ensuite, la désinformation. Les gens ne sont pas souvent informés du côté de la brousse. C'est-à-dire ceux qui habitent loin du goudron, là, dans les brousses, là, ils ne sont pas informés. Donc, ils croient toujours à ceux qui viennent les informer. Ce qui fait qu'ils sont endoctrinés automatiquement. Sans parler de l'autre côté, des doctrines religieuses qui soutiennent spirituellement le djihad. Parce que les gens, toujours ce sont des mauvaises informations, parce que les gens ne sont pas informés sur la situation. Le djihad qui parle dans la région, dans le Coran et tout, donc quand ils attendent ça seulement, ils disent que c'est le même djihad que le Bénin s'exprime, c'est pas la même chose. Voilà, et c'est justement, c'est sur ce point précis, parce qu'on a des contraintes de temps, mais c'était la possibilité de laisser chacun, la possibilité également de s'exprimer aisément. Parce que quand on vous appelle, c'est parce qu'on suppose que ce que vous allez dire peut intéresser. Et ça peut contribuer à ce qu'on trouve une solution à cette situation. Tout le monde ne peut pas être décideur, mais tout le monde peut donner son avis. Et c'est ça l'intérêt de African TV, c'est ça l'intérêt de nos émissions. Il faut inviter les citoyens pour apporter leur contribution. C'est une façon de lutter aussi. C'est une façon de se sacrifier aussi. Parce que celui qui n'est pas intéressé par un sujet ne s'y prononce pas. Mais quand vous avez eu le courage de vous prononcer, c'est une forme de contribuer et de contribution. Merci pour ce combat. Alors, mon frère Sidibé, vous êtes avec nous, Ahmed. Vous parlez difficilement, comme je l'ai dit, mais la situation est telle qu'il faut faire venir les fils du pays pour que chacun donne aussi son opinion. Voilà, chacun donne son opinion. Ce n'est pas un jugement que vous faites, mais vous donnez ce que vous ressentez. Et c'est dans ce cadre que déjà, je suis très satisfait de votre participation à cette émission face à vos deux co-débatteurs. Alors, on a Yad. Il y a des choses, Amadou Koumfa, on a aussi celui-là qui, on ne sait pas d'où il sort et qui rencontre tous ces balivernes et qui a le courage de mettre la piscose toute une population. Mais qu'est-ce qu'il faut exactement faire ça? Je ne dis pas de répondre sur le plan militaire ou tactique ou stratégique, ce n'est pas notre domaine. Ouais. Ceux qui en parlent ils sont de l'autre côté. Ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais nous apprécions ici l'actualité. Et chaque citoyen peut donner son point de vue dans le cadre de ce malheur qui frappe. Et c'est dans ce cadre précis. Voilà, je précise pour qu'on ne puisse pas être mal interprété. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, mais j'ai très bien compris. En fait, pour moi, Yad Agali, Koufa et ce petit renégat qu'on vient de dire, je ne sais même pas son nom. Le fait de parler d'eux déjà, c'est de leur donner de l'importance. Ouais. Le simple fait que leur nom circule partout sur les réseaux sociaux. Déjà, ces réseaux sociaux, il va falloir que l'État prenne des dispositions pour restreindre ces réseaux sociaux. Et
il faut savoir qui peut utiliser les réseaux sociaux et qui peut parler du problème du Mali sur les réseaux sociaux. Des problèmes nationaux ne peuvent être discutés que par les autorités. Il va falloir quand même que l'État prenne ce genre de dispositions. Un citoyen lambda, tu t'occupes de ce qui est important et dans quoi tu es. Mais dans les problèmes de l'État, le prendre et puis le publier n'importe comment, il va falloir prendre des dispositions de rigueur par rapport à ce genre de choses. Et les noms de ces petits renégats-là, Koufa, Riyad, c'est que des noms en réalité. On sait qui sont derrière. On sait qui sont derrière, on sait où ils sont. Et là où ils sont, c'est avec eux que le Mali a des problèmes. Ouais. C'est avec eux que le Sahara a des problèmes. Ce n'est pas des individus à 2 francs, à 2 balles quand même. Le Mali ne sait pas payer tous ses armements pour aller combattre des renégats pareils, non. Le Mali, le gouvernement malien sait pourquoi il est en train d'acheter du matériel. S'il s'agit d'éliminer Koufa, c'est demain, c'est à la seconde. Le petit que vous avez parlé, dont je ne vais pas dire le nom des imbéciles, excusez-moi, sur votre plateau. Ouais. On peut les éliminer quand on veut. Mais pour atteindre ceux qui sont derrière, on les laisse se manifester. Ça permet à remonter le fil. Même si nous savons déjà avec qui on est en train de se battre. Le Mali ne se bat pas contre du terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme au Mali. Il n'y a pas de terrorisme au Mali. Il n'y a pas de rébellion au Mali. Le Mali se bat contre l'Occident, qu'on le sache. Et les suppôts de l'Occident, on les connaît. C'est l'Algérie, c'est la Mauritanie, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut l'appeler le chien par un chien. Les gardes qui sont là, c'est eux qui manipulent. Ils appellent n'importe qui. Ils appellent n'importe qui. Koufa, on appelle les religieux. Quelle religion? Avant leur naissance, la religion était au Mali. Ouais. Avant la naissance de leurs parents, la religion était au Mali. On n'a jamais vu ce genre de truc-là. Sauf que le gouvernement a pris les résolutions qu'il faut, dont je fais confiance, dont je ne vais pas commenter, parce que je suis et je reste derrière mon gouvernement. La seule chose que je sais, c'est que personne ne peut arrêter cette avancée que l'Afrique a prise. Personne, quand je dis personne, aucun État, aucune puissance ne peut arrêter la montée de l'Afrique et la dignité et la souveraineté qui a commencé déjà. Il n'y a personne sur cette terre qui peut l'arrêter. Donc le nom des renégats que vous êtes en train de dire, moi je ne m'attarde pas sur eux. Je ne m'attarde même pas sur les États qui les subventionnent. Parce qu'eux, ils ne fabriquent pas d'armes. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'usine de fabrique d'argent, tout le monde sait d'où ça vient. Et on se rappelle ce qu'a dit l'Occident par rapport à nous, au Sahara. Ils ne vont jamais nous laisser. Donc si, au lieu de regarder ceux qui sont en train d'utiliser les suppôts, on ne s'en tient pas à eux, on va toujours rester avec des petits gars, perdre notre temps. Et je sais que le gouvernement a compris déjà le jeu. Ils sont en train de faire ce qui est bien pour le Sahara et pour le Mali en particulier. Et sur ça, moi, je leur fais confiance. Maintenant, les petits renégats, je ne me prononcerai pas sur eux. Parce que pour moi, personnellement, c'est de leur donner de la valeur. Et pour moi, ils ne valent pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne méritent pas qu'on perde du temps à parler d'eux. On doit parler de ceux qui sont derrière eux. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Si le Mali doit combattre, aujourd'hui, ce sont ces 3 États qu'il faut combattre. Clair et net. Que l'AES doit combattre. Et ouvertement même. On est en train de jouer de la diplomatie, c'est une chose. Ça, c'est le travail de l'État. Je ne me mêle pas. Personnellement, il n'y a pas d'autre solution. On dit que tu as beau découper le serpent, si tu ne coupes pas la tête, tu as toujours le serpent. La tête, là, on a un serpent à 3 têtes. Ou faire la même chose qu'ils sont en train de faire chez nous. Ça veut dire activer, je le dis clairement, activer les mêmes choses qu'ils sont en train de faire chez nous et on a la possibilité de le faire. Parce que si tu vois, tu veux aller allumer le feu chez quelqu'un, c'est que réellement chez toi, il y a le calme. On a la possibilité de foutre la merde aussi, jusque dans leur capitale. Donc moi, si la population m'écoute, si les Maliens et les Maliennes, les Sahara, les Burkinabés, les Nigériens qui m'écoutent, qui sont dans ces différents États, ils ont une mission. Ils ont une mission. Et la mission,
c'est que ces pays ne doivent pas rester tranquilles. Tant qu'eux, ils sont là-bas. Ils peuvent le faire comme ils veulent. Je n'ai pas d'idée à donner à quelqu'un. Je sais que tu brûles chez moi, je suis chez toi. Attends-toi à ce que je brûle chez toi. Moi, c'est la mission que je voulais donner. Bien, merci pour cette réflexion qui est tout à fait pertinente. Voilà, ceux qui sont derrière, tous ceux qui pénalisent et qui maltraitent. Maintenant, si on voulait maintenant arriver à une forme de proposition, parce que quand les citoyens viennent, chacun donne son cri de cœur, chacun dit ce qu'il pense, mais il faut aussi aider à trouver des solutions, sortir des crises. C'est ça l'intérêt des réflexions et c'est ça l'intérêt de nous retrouver autour des débats. Alors, évidemment, ça a été dit, on a pénurie de carburant, on a des acteurs, et à ceux qui ont pris cette situation pour s'enrichir, pour en faire leur business, et malheureusement, ce n'est pas une bonne image. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme si on était interrogé pour proposer des voies, pour qu'on sorte de cette situation. Chacun pourrait certainement se faire une idée, et qu'est-ce qu'on proposerait si on disait d'aider les plus hautes autorités en termes de solutions, qu'est-ce qu'on leur proposerait, qu'est-ce qu'on dirait pour qu'on sorte de cette situation qui, malgré tout, fait souffrir la population. Baba. Oui, merci, M. Monoko. Je crois qu'on peut alors épiloguer, mais les constats et les impacts sont là. Les gens n'ont pas accès au carburant. Et c'est un problème. Et la crise perdure. Depuis 2011, nous sommes dans cette crise et on s'enlise là-dedans. Donc il va falloir qu'on sorte. Même si on a des idéologies pour dire que nous sommes en train de chercher notre souveraineté, nous voulons que nous soyons libres, mais il faut trouver la solution pour que l'hémorragie s'arrête. Même la Deuxième Guerre mondiale n'a pas duré 10 ans. La Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est 5 ans. Donc, c'est une réalité. Maintenant, par rapport à la pénurie du carburant, comme solution, moi, je l'ai dit l'autre jour, il faut faire de telle sorte que les ravitaillements ne s'arrêtent pas, que nos citernes ne soient pas attaqués. Ça, c'est un premier moyen, la force. Imposer la force de l'État, l'utilisation de la violence par l'État, parce que c'est l'État seul qui est habilité à utiliser la violence. Ça, c'est la première solution. Maintenant, si on n'a pas cette solution, pourtant, les citoyens ont besoin de carburant. Donc, les gens qui l'ont fait, ils l'ont motivé aussi. Ils n'ont pas dit qu'ils l'ont fait de façon ex nihilo comme ça. Donc, ils ont dit que c'est parce que l'État a pris des mesures pour empêcher les villageois d'avoir du carburant. C'est ce qu'ils disent, parce qu'ils sont dans une communication. Ils sont dans une séduction. Donc, ils veulent séduire nos villageois aussi. Ouais. Donc, ils sont en train de dire que, parce que l'État a empêché les villageois d'avoir du carburant, parce que les stations ne sont pas dans les villages, alors que les villageois ne peuvent s'en procurer par l'acheminement des bidons, et qu'ils vont faire de telle sorte que Bamako ne soit pas servi. C'est ça qui a été ce qu'ils ont dit. Ou bien. Maintenant, si on n'a pas la force de nous imposer pour amener ces citernes-là, et c'est des gens qui sont... Parce que l'État négocie déjà avec eux. On a vu la libération de certains étrangers qui a été faite. Cette négociation n'a pas été faite par les citoyens, ça a été fait par l'État. Ça veut dire qu'il y a des négociations dans certains domaines. Maintenant que l'État négocie avec eux pour faire de telle sorte que les carburants ne s'arrêtent pas. Parce que la crise des carburants peut nous amener à d'autres crises aussi qui sont plus sérieuses. Donc ça, c'est ma solution. Soit nous nous imposons par la force, soit nous négocions avec eux par rapport au carburant. Maintenant, par rapport à cette situation de guerre qui perdure, donc on a dit, il y a des solutions immédiates et il y a des solutions aussi à long terme. Donc, c'est certaines personnes qu'on a endoctrinées pour leur dire qu'ils ne sont pas de nous, ou bien qu'ils sont plus valeureux que nous, et qu'à chaque fois que ces Occidentaux-là ont besoin de créer des crises chez nous, ils ne rentrent pas ces gens-là. Je l'ai dit, il est MNLA qui a commencé. Parce que dans la tête de certaines de ces personnes-là, et les gens même qui sont responsables de ces organisations-là, ce ne sont pas des gens qui sont au nord. C'est des gens avec qui on a fait l'école ici. Et après, qui prennent des armes pour se dresser contre leur propre État. Un de leurs responsables. Non, on ne cite pas les noms. Voilà. Maintenant, moi, j'ai fait le lycée avec lui. Oui, mais non, merci, mais il faut Voilà. Maintenant, c'est pour vous dire tout simplement certains. Certains, ils ont fait ça, ils ont fait l'université avec nous. Ils ont même été plus favorisés souvent avec nous, avec des bourses pour aller à l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce sont ces mêmes gens-là
qui viennent et qui prennent des armes chaque fois les Occidentaux veulent créer des crises chez nous. Donc il faut maintenant faire des formations dans les petites classes là pour montrer à ces gens-là qui sont utilisés et que ceux qui les mettent en mission là s'en foutent d'eux. Et ils sont dans une logique pour accéder à leur intérêt. C'est ça. Donc ça, c'est les choses à long terme. Maintenant, au-delà de ça, quand il y a des négociations et qu'il y a des intégrations, donc il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont pris des armes. Donc il y a des secteurs sensibles qu'il ne faut pas les mettre là-bas. Toi, tu intègres quelqu'un après un conflit et tu le fais ambassadeur après. Ambassadeur, pas dans n'importe quel pays. Il va dans un autre pays, il enrichit son carnet d'adresse et après il vient, il crée la même crise et maintenant il a des soutiens partout. Donc à chaque fois qu'il y a des intégrations aussi, qu'on pense que tout n'est pas fini. Nous sommes à une étape et faire de telle sorte qu'il y a certains postes sensibles que ces gens intégrés là n'aient pas accès à ces postes là. C'est très très important. Maintenant, on voit que sur la géographie et l'occupation du terrain, l'État n'est pas présent. L'État est dans les cercles. L'État n'est pas dans les arrondissements, l'État n'est pas dans les communes. Donc il faut faire de telle sorte que les arrondissements et les communes soient occupés par l'État. Même s'il faut recruter des volontaires. Mais il ne faut pas qu'il y ait des lieux où il n'y a pas la présence de l'État. C'est les chefs-lieux de cercle seulement qui a l'État. Et même dans certains cercles de la région de Poutchala et Ségou, et si tu rentres dans les arrondissements seulement, les populations s'est laissées pour compte. Donc l'occupation du terrain par l'État, et ça c'est très très important. Et maintenant l'effectif de l'armée aussi, il faut quand même recruter des VDP, des gens du village quoi. Par exemple, on peut recruter 20 jeunes du même village et quand ils sont formés à Bamako, on va les faire y retourner pour sécuriser leur village. Non seulement ils ont l'engagement qu'il faut, mais aussi ils connaissent le terrain. Et cela est très important. Donc ça, ce sont ces quelques propositions que moi j'ai à faire pour juguler cette crise de façon immédiate et de façon lointaine aussi. Merci pour les brillantes propositions et nous espérons que vous êtes attendus, vous serez attendus. Toujours est-il que ça participe à la philosophie des contributions. Voilà. Alors, M. Touré, nous sommes à ce niveau-là. Ouais. Il faut, après décryptage, après les cris de cœur, après tout ce qu'on a dit, il faut proposer. Ouais. Alors, on vous écoute. Donc, je pense pour le carburant, je pense que le gouvernement... Avec votre micro pour la crise de carburant, je pense que le gouvernement doit faire un maximum d'efforts. Nous connaissons seulement ce qui se présente à nous, mais dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire, on ne le sait vraiment pas. Et nous voudrions qu'ils s'améliorent de plus que la population ait plus de carburant. Voilà, donc pour maintenant le côté des terroristes et consorts, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur la transmission des messages et tout, surtout ce qui se voit endoctriné. Le frère Sidibé l'a bien dit, donc je l'ai soulevé aussi, et M. Keita l'a soulevé au niveau des informations de ceux qui sont dans les villages. Il a dit que le gouvernement de l'État n'est pas présent. À ce niveau, je dis que le Mali est vaste, c'est ce que j'allais venir, trop vaste. Vous voyez que le Boko Haram, c'est ce que Boko Haram est en train de faire au Nigeria. Boko Haram, Nigeria est 10 fois plus que le Mali en population. Vous voyez, mais sur la superficie, ce n'est pas assez. Nous sommes seulement à peu près à 200 000 mètres carrés. Voilà. Donc, nous sommes vraiment trop peu pour tout cet espace-là. C'est-à-dire la population est faible. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut travailler sur la transmission d'abord du message. Il faut que l'information passe au village. Il faut que l'État soit présent pour l'information. Et ces djihadistes là font des recrutements à ce niveau-là, parce que c'est eux qui passent les informations là-bas. Il faut que ce qu'il a dit, que l'État aussi passe là-bas, faire des recrutements sur place. Je pense qu'ils sont déjà, c'est des programmes comme ça. Et ce qui peut renforcer cela là, nous venons tout juste de la journée de légitimité traditionnelle. Il faut aussi procéder à la fortification de ces couches-là, les autorités et la légitimité traditionnelle. Vous voyez un peu. Donc, par exemple, peut-être quelqu'un ne va pas dire que je me soumets à ce que le gouvernement dit, mais il va se soumettre à ce que son chef de village lui dit. Vous voyez un peu. Donc, ça va toujours contribuer maintenant à la sensibilisation de ceux qui sont dans ces coins éloignés là. Donc, maintenant,
pour le côté djihadiste, la compréhension de la population sur le djihadisme, même à Bamako ici, il faut même les prêcheurs et consorts, il faut travailler sur la transmission du message. Parce que le djihad que tu lis dans le Coran, et que ta mission de prédicateur te permet de dire ce que tu lis dans le Coran là, ce n'est pas la même chose que ces gens le font. Je pense qu'ils ont même compris, parce qu'on a vu des grands combattants de ces mouvements djihadistes là qui les soutenaient, ils se sont en train de s'y racheter parce qu'ils ont compris la formule, surtout avec la pénurie de carburant à travers le monsieur là. Donc voilà un peu, je pense que le gouvernement fait son effort, mais les autres prédicateurs qui sont d'autres tendances, qui ont d'autres compréhensions, et les quelques rares de ces personnes qui ont la bonne volonté de pouvoir s'exprimer et d'éclairer les gens, doivent faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir éclairer davantage la population sur le concept de djihad et sur ce concept-là que ces gens-là ont amené pour provoquer la crise de chez nous. Ensuite, il faut même aller dans le fond, même ça serait un autre débat, de ce djihad-là, même ceux qui le soutiennent, que ce n'est pas la même chose. Comment ça se faisait et tout cela, c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis, quand on associe un nom à quelque chose, ça ne veut pas dire seulement que c'est la même chose. C'est-à-dire, un farfelu qui n'a même jamais prié peut mettre des écritures arabes à son dos et se mettre à dire djihad, c'est comme ça. Et les gens, pas je dis que c'est l'islam, c'est les musulmans. C'est pas comme ça. Donc voilà un peu. C'est tout notre devoir de prendre soin de cette communauté, de cette population, des citoyens, avec le bon message, avec la bonne compréhension. Souvent, on a ce grand cœur de ne pas vraiment, quand on voit certaines personnes sur des sujets comme ça et qu'on voit qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, on n'a pas souvent assez de patience pour pouvoir les parler. C'est tout à fait normal. Mais nous devons faire encore plus d'efforts pour pouvoir plus les sensibiliser. Parce que quand, réellement, même quand quelqu'un ne se soumet pas à ce que tu le dis, quand il n'est pas aux côtés de toi, il sait que c'est la vérité. Donc, ça va travailler sur sa conscience. Donc, voilà un peu les différents facteurs de proposition. Mais vous savez, et aujourd'hui, je crois que c'est l'une des émissions aussi que j'apprécie beaucoup en termes de contribution. Parce que c'est l'idée, je le répète, c'est ça, l'objectif recherché. Chaque citoyen doit contribuer, doit participer, doit aussi être un acteur direct ou indirect, mais toujours est-il qu'il doit contribuer. Et c'est ça qui justifie la valeur d'un citoyen. Merci pour ces brillantes contributions. Et je vais également vers mon frère Ahmed pour qu'on puisse aider à trouver des solutions, des pistes et des voies qui pourraient aider à ce qu'on sorte de cette situation. Très bien. Déjà, comme les deux présidents l'ont dit, nous sommes déjà avec votre micro. Problème. Nous le sommes déjà. La recherche de solutions, de sortie, je crois que tout le monde est en train de s'y mettre. Le gouvernement en premier, mais la population aussi, en parlant des chauffeurs et puis des entrepreneurs pétroliers. Pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui? Parce que les gouvernements passés n'ont pas fait une prévision de ce cas. Parce qu'un État aussi vaste que le Mali, qui n'a pas de réserve de plus de 3 jours, après une pénurie de carburant, ça démontre à quel point, je ne sais pas, les gouvernements passés, ce qu'ils faisaient, mais ils pensaient à tout sauf le Mali. La première proposition que j'ai à faire, comme l'a déjà dit le Premier ministre, parce que je l'ai entendu, de faire des réserves dans toutes les grandes villes du Mali. Ça doit être la priorité des priorités dans un premier temps. Et je salue l'effort qu'ils sont en train de fournir pour l'acheminement continu du carburant. La semaine dernière, il y a eu plus de 3000 camions qui sont rentrés. Il y en a qui sont encore arrêtés, qui n'ont même pas été distribués encore, j'ai la preuve, et qui sont en train d'être acheminés. Mais, vous savez, quand il n'y a pas de réserve de carburant dans un pays et qu'il y a pénurie, tout le monde se lève au même moment, mais il y a une seule porte. Ouais. Tout le monde veut sortir par la même porte. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas de pénurie de carburant au Mali. Non. Il y a le psychose dans la tête des Maliens. Est-ce qu'on aura le carburant demain? Pourtant, le carburant est là. Et la distribution est en cours. Mais tu passes devant toutes les stations, en tout cas la plupart, tu peux faire 1 kilomètre, les véhicules sont arrêtés, c'est pénible. C'est parce que les gens ont été gagnés par la psychose. Mais alors qu'il y a une seule porte que tout le monde veut franchir.
Mais s'il y avait ces réserves-là, si ça existait déjà, ne serait-ce que pour Bamako, je ne dirais même pas les autres villes, les autres régions, qui est une obligation. Bamako devrait être supporté pendant 3 mois sans pénurie, même s'il n'y a pas 1 litre de gasoil, de carburant qui rentrait au Mali. Ouais. Ça veut dire que dans le passé, il n'y a pas eu de travail de fait, reconnaissons-le. Je suis un acteur aussi du passé. Et j'ai fait partie de ceux qui ont failli. Il faut reconnaître ces erreurs pour pouvoir trouver la solution réelle. Ouais. Dans le passé, on a failli. Nous avons des enfants, nous avons des petits frères qui seront appelés à gérer ce pays demain. Ouais. La faute que nous avons faite. Ouais. Corrigeons-la maintenant, afin que ceux qui arriveront, et ils puissent se pencher sur autre chose, sur l'évolution de ce pays, de ce continent, que de penser que l'essence d'aujourd'hui ne va pas suffire demain. Il s'agit de faire ce que les autres n'ont pas fait, faire une prévision à long terme. Tu pars à la zone industrielle, là où Station Mobile se trouve, et tu vas derrière le fleuve à Faladien. C'est la seule citerne de contenance pour le Mali. Ça ne peut même pas être pour une ville, a fortiori un pays. Ouais. Ça veut dire que nos spécialistes en la matière, je les remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas eu ce problème à leur temps. Ouais. Mais de par leur faute, nous vivons ça aujourd'hui. Toutes choses qui n'auraient jamais dû être faites. Et ce que je demande à ce gouvernement, c'est de faire en sorte que ce problème de pénurie, je ne dirais pas que ça doit encore, parce que ça ne doit pas arriver, hein. Mais même si ça arrive, même si on ferme les frontières avec tous les pays qui nous entourent, qui nous approvisionnent en carburant, qu'on puisse survivre pendant au moins 3 mois minimum avant de trouver une autre solution. Moi, c'est cette proposition de solution que je voulais dire. Et sur ce, je tiens à remercier tous mes confrères. Je tiens à remercier monsieur le journaliste Monoko, tout en remerciant aussi African TV pour l'initiative auquel j'ai pu participer. Je ne suis pas habitué à ça. Je vous remercie et je tiens à m'excuser si dans mes propos j'ai eu à offenser qui que ce soit et les téléspectateurs et mes confrères en face de moi. Je vous remercie. Bien. C'est une note de remerciement. Baba, on va vous donner quelques fractions de secondes pour mettre fin à ça. On vous dit merci d'être passé, Baba. Et également, c'est moi qui suis très content, qui dit grand merci à M. Sidibé qui a bien voulu dégager un calendrier pour répondre présent à mon invitation pour participer à cette émission, au fin aussi de donner sa vision des choses et faire aussi des propositions. Et je suis très content qu'il ait donné de brillantes propositions. Il est quand même décrypté, dit l'essentiel. Il est même allé au fond du débat et c'est très fondamental. Alors, merci à vous, Sidibé, d'être venu. Et la porte est désormais ouverte. Vous serez ici comme vous voudrez. Merci beaucoup. Baba, oui, merci d'être là. Merci. Voilà. Merci, M. Monako, de nous avoir donné la parole sur cet éminent plateau. Et merci, M. Sidibé, pour la brillante intervention et aussi bien que M. Touré. Et je crois que nous sommes là pour le Mali. Et chaque fois qu'il y a besoin, nous y serons. Parce que le Mali est au-dessus de tout, quoi. Et tout ce que nous disons aussi, c'est dans le sens de la construction. Et nous ne nous fatiguerons pas à débattre pour que les idées soient là, afin que nos autorités puissent s'en servir, parce que je sais que nous sommes écoutés. Donc, pour juguler cette crise-là qui nous a été imposée sans notre choix. Je vous remercie. Monsieur Touré, c'est moi qui suis déjà content que vous ayez été là pour la première fois et que vous ayez aussi aidé à décrypter l'actualité en apportant des brillantes propositions. Et je suis sûr et certain que ceux qui nous écoutent en prendront note. Alors, merci d'être venu. Merci, monsieur Monoko. Merci, M. Keita. Merci, Sylvie. Merci à vous tous. C'est ma toute première fois d'intervenir sur ce genre de sujet. Donc, j'interviens généralement sur d'autres plateaux, RTM et consorts et tout. J'interviens sur beaucoup de plateaux, mais c'est sur culture, artisanat de manière générale. Donc, voilà. Donc, sur ce sujet-là, c'est ma toute première fois. Voilà. Je tiens à présenter à vous tous et à tous les téléspectateurs
Voilà, pour les manquements et tout. Ce n'est pas facile du tout. Surtout, c'est venu à l'improviste, vous le savez. Merci à African TV et son partenaire Gandhi TV. Merci à vous encore, à la prochaine. Oui, rassurez-vous que vous serez tous appelés. Vous êtes un artiste, on a des sujets sur les thématiques purement culturelles. Et là, mais on vous a déjà fait venir pour que vous connaissiez la maison. À partir de là, vous serez à l'aise pour parler de votre domaine. On sait que de la façon dont vous êtes habillé, tout le monde sait que vous êtes un artiste. Alors, mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Nous avons reçu pour vous ces brillants panélistes qui, chacun de son côté, a donné sa lecture. Ce qu'on peut résumer est que la crise est là. Ceux qui ont engendré cette crise, on ne peut même pas leur donner la possibilité de publicité, ça ne vaut même pas la peine d'en parler, mais il faut toujours aller traiter le problème jusqu'au fond, à la racine. Et c'est cela, chacun d'eux a donc pensé qu'il y a nécessité désormais que les autorités œuvrent pour faire des réserves pour que le Mali ne soit plus asphyxié ou ne puisse plus connaître une telle situation. Encore là, il faut aller dans le sens d'harmoniser toutes les relations et impliquer chaque citoyen dans la résolution de cette crise. Merci donc de nous avoir suivis et on ne peut pas ne pas saluer les techniciens qui, matin, midi, soir, et même les nuits, tard dans la nuit, vers au-delà de minuit, qui sont dans ce studio et qui travaillent pieds et mains pour enrichir ce que nous faisons ici. Nous ne pouvons que produire, mais techniquement, c'est eux qui arrangent. Ils font tout. Merci encore à eux. Et à une autre fois, à un autre rendez-vous, probablement, nous allons nous retrouver pour le samedi, même heure, pour un nouveau thème sur ce sujet d'actualité. Merci et à bientôt.